Cette émission est produite par les étudiants en journalisme de l'Université Laval, avec la collaboration des étudiants en audiovisuel du Cégep Limoilou. Bonjour, ici Jean-Michel Bourque. Bienvenue à Angle Neuf, une émission portant sur les activités qui se déroulent sur le campus de l'Université Laval. Cette semaine, nous nous intéressons d'abord aux commotions cérébrales dans le sport. Les séquelles de ces traumatismes durent longtemps. Les athlètes amateurs et professionnels sont-ils bien protégés? Reviennent-ils au jeu trop rapidement? Nous regardons aussi les moyens de prévenir le harcèlement autant psychologique que physique. Le harcèlement psychologique prend plusieurs formes. D'ailleurs, l'Université Laval a adopté une nouvelle politique axée sur la prévention et la médiation. Le cheerleading attire de plus en plus d'adeptes depuis quelques années. On voit apparaître de nouveaux clubs et on l'enseigne dans plusieurs écoles. Cela fait en sorte de composer une certaine élite. D'ailleurs, les Cobras de Québec réunissent les meilleurs athlètes amateurs et universitaires qui se préparent au championnat canadien. Il n'est pas rare d'entendre parler de commotion cérébrale dans le monde du sport. Les athlètes sont nombreux à avoir subi ce genre d'épreuve, surtout dans les sports de contact. Ce traumatisme, loin d'être banal, doit être traité et pris au sérieux. Geneviève Beaulieu-Veilleux examine le problème. Vous connaissez certainement déjà quelqu'un qui a déjà vécu une commotion cérébrale. Ce type de traumatisme crânien varie de léger à grave et affecte la structure et les fonctions du cerveau. Les conséquences possibles sont nombreuses et pas toujours visibles. Perte de connaissance, nausées, maux de tête et troubles de la concentration sont quelques répercussions possibles de ce type d'incident. Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2010, Michael Tam, le capitaine des Remparts, subissait une importante commotion cérébrale fort médiatisée. Frappé à la tête par un adversaire, le joueur a été victime de convulsions et a perdu connaissance pendant près d'une heure. Tam explique que son rétablissement est dû en grande partie aux bons soins qu'on lui a prodigués. J'ai eu un très bon suivi. Il n'y avait pas question que je fasse de l'effort physique avant que j'aie plus mal à la tête, ces choses-là. Puis, dans le fond, on s'est vraiment bien occupé de moi, tant chez les Remparts que Philippe fait, puis même à l'hôpital. Conscient du danger encouru lors des sports de contact, le joueur des Remparts sait qu'il n'est pas à l'abri d'une autre commotion cérébrale. Il se dit tout de même prudent et conscientisé au sérieux d'un tel incident. Tu peux recevoir une autre commotion, puis c'est plus facile quand tu en as déjà eu. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça parce que c'est la tête, c'est ton cerveau, puis c'est avec ça que tu penses, fait que c'est pas mal le membre le plus important de ton corps. Philippe Fay, thérapeute sportif et doctorant en physiothérapie à l'Université Laval, croit que la mesure préventive la plus efficace repose sur les techniques de jeu utilisées. Au niveau de la prévention, au niveau de l'équipement, il n'y en a pas vraiment. Puis comme je disais, si on utilise la bonne technique pour le sport, on risque de diminuer beaucoup les commotions cérébrales. Marie-Christine Mondor, joueuse de volley-ball au Rouge et Or, a également vécu une commotion cérébrale légère après avoir été frappée à la tête. La joueuse a passé un bon moment en repos forcé avant de pouvoir réintégrer son équipe. J'ai été retirée des gymnases, des terrains, du jeu, tout ça. Puis après ça, 2 fois par semaine, j'allais voir un docteur pour voir l'évolution. Marie-Christine remarque encore les traces de son traumatisme crânien après 4 mois. Les maux de tête et les difficultés de concentration dans ses études sont souvent au rendez-vous. Sans crier victoire, elle croit que la société commence à se sensibiliser davantage au phénomène de la commotion cérébrale. On a une tête puis on peut pas non plus la changer ou se faire traiter pour que ça revienne plus vite ou des choses comme ça. Tous les athlètes, on a la tendance d'abuser un peu notre corps, mais une tête, c'est sérieux, on en a juste une puis il faut en prendre soin. Là. Les athlètes qui ont vécu une commotion cérébrale reconnaissent la nécessité d'un suivi professionnel et adéquat. Prendre du repos et retrouver pleinement ses capacités physiques et mentales avant de réintégrer le jeu sont des critères obligatoires pour prévenir les séquelles et les rechutes. Auparavant banalisée, la commotion cérébrale est maintenant de plus en plus prise au sérieux, autant dans la chambre des joueurs qu'à la maison. Geneviève Beaulieu-Veilleux, Université Laval.
Voyager dans une image à l'intérieur d'une bulle, voici ce que nous propose le réalisateur belge Tito Dupré grâce à la panophotographie. Grâce à cette technique de prise d'image, les sites culturels et naturels du patrimoine mondial ne sont qu'à un clic de notre portée. Marie-Ève Cloutier a fait la visite virtuelle de ces lieux en haute résolution. La liste du patrimoine mondial de l'UNESCO compte 911 biens culturels et naturels. Tito Dupré en a photographié près de 300. De la Grande Muraille de Chine en passant par le Colisée de Rome et jusqu'au Vieux-Québec, il ne suffit que d'une dizaine de photographies afin de recréer ces images immersives et interactives sur 360 degrés. Vivant en nomade depuis une dizaine d'années, Tito Dupré s'est arrêté à l'Université Laval afin de compléter un doctorat en études du patrimoine, médiologie et photographie. Son but est de créer un cosmos hypermédia qui utilise la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme catalogue raisonné et d'en offrir un accès panneau-photographique. L'idée de départ du projet est survenue lors d'un de ses nombreux voyages. C'est le genre de choses qui ne peuvent pas être réfléchies, je pense, qui doivent vraiment être vécues. Et c'est l'expérience de voyage. En fait, le projet est né dans le transsibérien entre Moscou et Pékin. La panneau-photographie offre la possibilité de voyager au cœur de l'image comme à l'intérieur d'une bulle. Appelés à venir à une conférence donnée par le chercheur, des étudiants en multimédia du Cégep de Limoilou sont venus s'immerger dans ce monde d'imagerie sur 360 degrés. L'imagerie 360 panoramique, c'est-à-dire sans le haut et le bas, c'est déjà quelque chose qui existe sur le web et c'est des techniques qu'on a déjà vues en classe. Donc ici, on venait voir ce qu'était le 360, donc avec le haut et le bas. Eh bien, c'est de se rendre sur place. Les sites retrouvés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ne sont pas tous des destinations touristiques comme le Vieux-Québec. Et en certains endroits, les sites plus sensibles ne sont tout simplement pas accessibles aux visiteurs. De vouloir présenter le patrimoine universel aux gens, c'est extraordinaire. Et effectivement, il y a tout un élément de conservation du monde. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, c'est important. Pour Tito Dupré, le plus beau site jamais visité restera toujours le dernier. Son amour pour le patrimoine grandit avec l'expérience. Maintenant, si je devais en citer un seul, c'est le plus grand Bouddha assis au monde qui se trouve au cœur de la Chine, qui est à Leshan et qui est l'œuvre d'un moine solitaire. Le projet de Tito Dupré devrait éventuellement se retrouver sur les écrans en forme de dôme des planétariums. Selon lui, il est important de documenter les sites du patrimoine mondial puisque ces lieux sont appelés à changer rapidement, tout en rappelant que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais que nous l'empruntons à nos enfants. Marie-Ève Cloutier, à Québec. Le harcèlement est une pratique à déplorer à l'université comme partout ailleurs. Le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement demeure un outil important pour toute personne qui a besoin d'aide sur le campus. Pour en savoir davantage sur la nouvelle politique en cette matière, Lucie Manta s'entretient avec le directeur du centre, M. Jacques Moreau. Bonjour, M. Moreau. Bonjour. Le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement a instauré un nouveau règlement. C'est quoi ce nouveau règlement-là? De nouveaux règlements, et le nom du centre a changé avec le nouveau règlement pour s'appeler Centre de prévention en mettant l'emphase sur le fait qu'on va travailler de plus en plus dans les prochaines années à prévenir le harcèlement. OK. Premier angle sur lequel on veut travailler. Deuxièmement, on veut travailler à l'utilisation de la conciliation ou de la médiation pour résoudre les situations de harcèlement le plus possible. Donc, vous mettez l'accent sur la médiation, la conciliation, mais est-ce que ça fonctionne vraiment mieux qu'avant? Définitivement, mais ce qui fait que ça fonctionne mieux, c'est qu'on fait le plus possible des efforts pour que les personnes demandent de l'aide le plus tôt possible dans le processus. On parle de prise en charge précoce. Okay. Et ça fonctionne parce que tous les partenaires y mettent la main à la pâte, nous réfèrent les gens pour qu'on vienne en aide très rapidement, plutôt que d'attendre d'avoir un dossier qui est très, très lourd à judiciariser. En cas de harcèlement sexuel ou physique, est-ce qu'on procède de la même façon?
prévention? Définitivement pas. On ne va pas procéder à des rencontres de conciliation ou de médiation entre harceleur sexuel et une victime, bien sûr que non. On va faire appel à l'intervention conjointe du service de prévention et de sécurité pour travailler à prévenir, mais aussi à faire une mise en demeure très ferme aux personnes qui sont harceleurs d'ordre sexuel. Parfois, on va même référer à la police pour qu'il y ait une plainte plus formelle aux criminels dans le domaine, dépendamment de la gravité des situations. Il y a des étudiants qui affirment que, bon, la nouvelle politique de conciliation, c'est comme si l'université envoyait le message qu'on règle ça à l'amiable parce que c'est pas grave. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est certainement pas le message qu'on veut envoyer, parce que si on a mis en place un outil aussi puissant que la conciliation, qui fonctionne très bien dans la mesure où on prend les situations tôt dans le processus, ça laisse la place autant, si nécessaire, à déposer des plaintes formelles lorsqu'on ne parvient pas à résoudre des situations. Il ne s'agit certainement pas de banaliser des situations de harcèlement, mais en les prenant tôt, de réussir à les résoudre. Et on a un taux de succès, là, je vous le dis, d'environ 80-85% des cas qui nous sont adressés. Donc, c'est assez élevé, beaucoup plus élevé que précédemment. Finalement, en bref, quand on pense au harcèlement, on pense souvent à un professeur, à un étudiant, mais il y a plusieurs autres situations de harcèlement. Absolument. Le campus universitaire est un milieu extrêmement différent des autres milieux. Alors, on a du harcèlement entre employés et leurs supérieurs, entre supérieurs eux-mêmes, entre professeurs étudiants, comme vous l'avez dit, entre usagers aussi parfois et des membres du personnel qui travaillent à la bibliothèque, au PERS, par exemple. Donc, vraiment une très grande variété de situations qu'on a à traiter. Bien, merci beaucoup, M. Moreau. Au revoir. On apprend le français depuis notre tout jeune âge. En vieillissant, certains éprouvent toujours de la difficulté à maîtriser la langue officielle du Québec. Claudine Robert a voulu savoir ce qui motive les professeurs du programme en communication de l'Université Laval à augmenter les exigences en français. Les professeurs et les professionnels du domaine des communications s'entendent tous pour dire que la maîtrise de la langue française est une exigence majeure dans l'obtention d'un emploi. Cependant, il arrive encore trop souvent que des finissants qui arrivent sur le marché du travail ne satisfont pas aux critères de français requis par les employeurs. Bien que les cours d'anglais deviennent de plus en plus populaires dans certains programmes, c'est le français qui prime au département d'information et de communication de l'Université Laval. Depuis l'instauration du test de français pour les nouveaux étudiants en communication, nous sommes en mesure de constater que les étudiants ont toujours d'importantes lacunes en français. On s'est aperçu que nos finissants avaient, puis pas juste nos finissants, là, ceux qui étaient dans les cours aussi, on le voyait dans les travaux, avaient de sérieuses lacunes en français. Bon, pour toutes sortes de raisons, là, je sais pas... probablement que le français n'est pas enseigné de façon égale là, dans toutes les institutions scolaires là, préuniversitaires. À force de corriger des travaux avec un nombre trop élevé de fautes, les professeurs ont convenu d'augmenter les critères de correction pour la qualité de la langue. Dans les domaines reliés à la communication, comme le journalisme, les relations publiques ainsi que la publicité, la qualité de la langue française est un critère d'embauche. Je vous le dis, des erreurs de français, ça tue dans la vie professionnelle. Quelqu'un qui se dit « Ah, c'est pour un travail, ça sera pas grave », c'est pas vrai. Je veux dire, il y a des textes qui sont remis, que si c'est un rédacteur en chef qui recevait ça dans un CV, dans une présentation de synopsis, de plan de pige ou un communiqué de presse, de quoi que ce soit pour quelqu'un qui est en relation publique, ces erreurs-là seraient impardonnables. Pour contrer le problème de la qualité du français pour les étudiants en communication, le département s'est doté d'une politique de français uniforme pour tous les professeurs. Dans les autres programmes de l'Université Laval, une telle politique est plutôt rare. Selon June Marchand, la qualité du français doit être une condition à l'obtention d'un diplôme, surtout en communication. Ça faisait partie de la formation qu'on considérait essentielle, une qualité de français. Peut-être pas impeccable, mais au moins fortement acceptable pour avoir un diplôme digne de ce nom. Mais savoir écrire sans faute ne suffit plus. Il faut désormais une écriture vivante, imagée et rendre ces textes ou communiqués de presse les plus intéressants possibles. La qualité de la langue, c'est tout. C'est au-delà de l'orthographe comme tel, au-delà de la grammaire, c'est l'organisation de la pensée. On se rend facilement compte que le niveau de langage utilisé sur les chats et les réseaux sociaux tels que Facebook laisse largement à désirer. Ces mauvaises habitudes peuvent également se retrouver dans les travaux scolaires. Beaucoup d'étudiants ne font que se fier au logiciel de correction automatique pour corriger leurs travaux.
Ces logiciels peuvent toutefois devenir des béquilles et les étudiants n'ont donc plus le souci de corriger leurs fautes par eux-mêmes. Claudine Robert, à l'Université Laval.